Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On s'attaque aux sorties livresques du mois de mars 2023 et là encore je dois vous prévenir que la pêche a été plutôt bonne. On part pour découvrir 45 titres ensemble. Comme d'habitude, je vous propose de découvrir les nouveautés grand format puis les suites, les poches puis les suites, les mangas et les suites et enfin les BD et les suites. Si vous êtes prêts, c'est parti! Alors vous ne m'en voudrez pas, non, le respect n'est pas mort, mais je vous avoue que vu le temps dehors, le ciel gris, la lumière extrêmement basse, le froid persistant et l'humidité toujours présente, j'ai gardé mon pull le plus... enfin mon sweat, vous savez, mon hoodie le plus confortable. Du coup c'est mon sweat du week-end et honnêtement je n'ai pas eu le courage de l'enlever, donc navré, j'espère que voilà vous ne m'en voudrez pas trop de ma tenue, mais on perd pas plus de temps, c'est parti parce qu'on a quand même pas mal de titres à découvrir. Je crois qu'on en est à peu près à une quinzaine au niveau des grands formats, donc voilà, le premier qu'on va pouvoir découvrir au mois de mars, il s'agit, on en a déjà entendu maintes fois parler, du Pont des Tempêtes, donc le tome 1 de Daniel L. Jensen, qui sort aux éditions Brajlon, qui a l'air très beau. Bref, entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas. Le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana, ce nom de pays, je vais avoir du mal, est la seule voie commerciale et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins Exang. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin, sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Haha, on se demande bien. Bref, du coup je sais pas si c'est de la fantaisie en vrai du coup. Faudrait que je me renseigne dans quoi c'est classé parce que j'étais tellement persuadée que c'est de la fantaisie. Si, je crois que c'est une remontée ici quand même. Il me semble, parce que c'est Nina Quill qui en avait parlé, si je me trompe pas, la première. Donc voilà. Autre sortie le 1er mars, cette fois chez Big Bang, il s'agit de La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft. Donc là on part encore sur un très beau livre. Alors oui je sais, bon on est tous un peu superficiels. Mais quand on fait des très beaux objets livres, c'est quand même super agréable. En l'occurrence, celui-ci, je crois bien que c'est un relié. Je crois avoir vu aussi du jaspage absolument somptueux. On est plus sur du jeunesse young adulte. Le légendaire Allah, créature mythique, a fait son apparition et une grande chasse va s'organiser. Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Soit. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres et Evelyn représentait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste à une condition, qu'il l'accompagne à la chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison branlante emplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie bien ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait lui aussi ce que c'est que d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. Pas mal quand même, celui-ci a l'air quand même ultra captivant. Ça va être compliqué de faire des choix là, je le sens encore bien. Je sais pas vous mais à mon avis ça va être coton au mois de mars. Bref, on y va tout de suite, le 1er mars toujours. Alors cette fois aux éditions Sarbacane, vous allez pouvoir découvrir Apocalypse, j'adore le titre, d'Anne Schmoch. Alors vraiment, pardon si c'est pas la prononciation, mais c'est pas simple.
Bref, un roman plein de punch qui bouleverse les codes de la comédie urbaine. Entre dialogues décapants et scènes d'horreur, premiers émois amoureux et figures macabres, un cocktail explosif. Roméo, loser magnifique, passe ses journées au milieu d'un îlot de crasse avec pour seul horizon 2 tours délabrées et un canal puant. Ça donne méga envie. Non seulement il doit gérer la mystérieuse disparition de son grand frère adoré et les plans foireux de son pote Sbeul, le roi de l'embrouille, mais en plus il doit trouver le moyen de déclarer sa flamme à la volcanique Miranda. Alors quand la silhouette terrifiante d'une fillette borgne sort du canal et l'attaque, pour Roméo et sa bande, il y a de quoi sérieusement paniquer. Anne Schmoch revient avec sa maestria habituelle, son sens de la mise en scène et ses personnages en marge, attachants, drôles et flamboyants. Elle nous tient et ne nous lâche plus jusqu'à la dernière page. Mais j'ai les lèvres méga sèches, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. J'ai pris mon grand verre d'eau juste là. Bref, 1er mars toujours, parce que concrètement, on ne change pas une équipe qui gagne. On va pouvoir découvrir, alors celui-ci, il a l'air très différent, mais vraiment quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, what? Le programme Lazare de Bryce Reevney, le nom, je ne sais pas comment ça se prononce, bref, va sortir chez Hachette Heroes. Donc les assassinats d'enfants sont déclarés fléau national. Alors déjà, première phrase, tu te dis, quoi? Quoi? Bah oui, encore heureux, enfin, c'est évident, non? Enfin bon, bref. Désormais, les individus ayant commis ces crimes abjects seront condamnés à reconstituer scientifiquement et en temps réel l'avenir avorté de leurs victimes, dans le but d'alléger la douleur des familles en leur offrant un prolongement virtuel de la vie de leur enfant. Et là tu te dis, quoi? Parce que nous courons tous le risque d'avoir un enfant, un neveu, une filleule assassinés, ce risque sera mutualisé entre tous les citoyens. Tout sera mis en œuvre pour que ces enfants objets de ces expérimentations soient désormais considérés comme vivants et membres à part entière de la société. Ce qui vous est arrivé n'est pas juste, ça n'aurait pas dû arriver, ça ne devrait jamais arriver. Par conséquent, la société vous autorise à considérer que ce n'est pas arrivé. Tel est le programme Lazare, en toute simplicité. Avouez, c'est ultra perturbant. Un tout premier roman féroce, intense et brillant qui interroge notre rapport au deuil et au déni et jette une lumière crue sur les conséquences de l'aveuglement volontaire de toute une société, fascinant par sa profondeur psychologique et son écriture, autant que par son humour grinçant, il porte le fer et la plume dans nos âmes, nos tripes et nos consciences pour questionner nos propres frontières. Inoubliable. Alors, non mais, vraiment, je trouve que la thématique abordée, m'a pas vendu du rêve, hein, de base, hein. Je veux vous dire, là, la mort des enfants, tout ça, on est quand même sur un, comment dire, sur un sujet légèrement touchy, quoi. Enfin, attention, trigger warning, tout ça, hein, parce que, vraiment, je suis... Ça me rend extrêmement curieuse de savoir comment ça a été traité, pour être, comment dire, pour être intéressant sans être, comment dire, ultra malaisant, tout ça. Bref, et le fait du coup de ce monde un peu... on est sur, je pense qu'on est sur une sorte de SF, ouais, non, on est plutôt sur de la SF là pour le coup. Enfin bref, je suppose. Je trouve ça ultra intriguant, perturbant, questionnant aussi. Enfin, vraiment, je me dis que c'est ultra original quand même comme thématique. Enfin, en tout cas, moi, y a aucun autre titre que je connais qui traite de ce sujet-là. Vraiment, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner et d'en entendre parler du coup. Allez, cette fois le lendemain, le 2 mars. Alors là, une sortie que j'ai repérée depuis moult mois.
Il s'agit d'Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, proposé aux éditions de Saxus. Dans une version donc reliée et une version classique. Alors on est quand même sur du coup le monde du prieuré de l'Oranger. Donc je ne sais pas si vous l'avez lu, moi mon bébé est ici, juste ici. Bref, c'est un super livre que j'ai adoré, que j'ai lu en lecture commune avec le groupe spécialement conçu lors du mois de la fantaisie. Et vraiment c'est ma première grosse bricasse comme ça de presque 1000 pages. Et voilà, du coup j'ai un attachement particulier en plus à cette histoire que j'ai trouvée tellement bien. Voilà, je suis très curieuse. Alors je vous lis ce que ça raconte. Intrépide et épique, Un jour de nuit tombée ramène les lecteurs dans le monde du prieuré de l'Oranger et nous montre ce qui a façonné ce monde pour les générations à venir. Tunouya Mélim est une sœur du prieuré de l'Oranger. Pendant 50 ans, elle s'est entraînée à tuer des alors, je sais toujours pas comment prononcer ce terme, Wyrms, voilà, mais aucun n'est apparu depuis le sans-nom. Et la jeune génération commence à remettre en question le but de la communauté secrète. Au nord, dans le royaume d'Inis, Sabran l'ambitieuse a épousé le nouveau roi du Ashroth, je sais pas si ça se prononce comme ça, sauvant de justesse les deux royaumes de la ruine. Leur fille, Gloriane, vit dans leur ombre, exactement là où elle veut demeurer. Doumaï a quant à elle passé sa vie dans un temple de montagne Seikinois, essayant de réveiller les dragons de l'Est de leur long sommeil. Mais le passé de sa mère va venir bouleverser son destin, lorsque le mont Effroi entre en éruption, entraînant avec lui une ère de terreur et de violence. Ces trois femmes doivent trouver la force de protéger l'humanité d'une menace dévastatrice. Oh, j'ai trop hâte, comment dire. En plus il est magnifique, ce qui gâte rien du tout. Donc voilà, alors curiosité du coup, j'ai oublié de regarder le nombre de pages. Est-ce une aussi grosse bricasse que le prieuré de l'Oranger? Surprise, du coup je me laisse voilà la chance de le découvrir. Le 2 mars également, on pourra découvrir le tome 1 de Mystic Flown, le maître des arcanes de Dana B. Chalice aux éditions Gulfstream. Alors Dana B. Chalice, elle a déjà sorti un titre chez Gulfstream dernièrement. Ah là 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 là, c'était le dernier lion d'Albâtre ou quelque chose comme ça. Bref, je vous mets la couverture ici. Il me semble que c'est ça. Une guerre de l'ombre couve depuis longtemps entre les royaumes du continent. Dans ce jeu de force et de magie, la découverte des armures robotisées mobiles devient l'enjeu stratégique de tous. Ces ARM, vestiges d'une civilisation disparue depuis 1200 ans, offriraient un avantage hautement dissuasif si elles voulaient bien révéler leurs secrets. Mais la pièce manquante demeure introuvable. L'autre solution pour s'assurer la victoire serait de mettre la main sur le maître des arcanes, porteur de l'as de la mort et du Joker Sage. Héritier malgré lui de ce pouvoir destructeur, il est traqué pour ses capacités et trouve refuge à la prestigieuse université des magies. Il y rencontre Diba, une émotionnelle que tout le monde fuit à cause de ses dons, aussi dévastateurs qu'incontrôlables. Tous deux vont tenter de percer le mystère qui entoure l'origine des ARM, sans se douter que ces robots de guerre ne sont pas la pire des menaces à craindre. Ça a l'air quand même ultra chouette. Toujours le 2 mars, là, autre titre, L'Altus d'Alexandre Robert va être proposé aux éditions Syros. Tous les vœux sont-ils bons à exaucer? C'est la question. Et si votre plus grand désir était l'enfer? Oui, ok. Bof, enfin quoi qu'on aurait un peu plus chaud a priori. Bref, l'Altus est le nom d'un vieux coffre noir mentionné dans les livres. Si vous l'ouvrez, il vous transforme en celui ou celle que vous désirez être par-dessus tout, même si vous l'ignorez. Un soir, Tom, Léa, Marcelin et Will dénichent le coffre noir sur le chantier d'une mine. Quel meilleur moyen pour percer ses secrets que de l'ouvrir, chacun à leur tour. Ça promet. Eh bien c'est reparti pour la sortie du mois chez nos chères éditions Plume Blanche, le 7 mars. Après du coup Elvira au mois de février, c'est Paulinette, Faux et Paillettes de Serenia Howell, donc qui va sortir. Là je vous avoue que clairement c'est le nom qui m'a alpagué tout de suite, puisque Paulinette c'est
C'était un de mes surnoms quand j'étais vraiment toute petite, il y a très très longtemps, personne ne m'appelle plus comme ça, mais l'une de mes tantes en particulier avait l'habitude de me surnommer comme ça, et donc bref, et donc là on est sur un titre totalement what the fuck, mais qui paraît vraiment très très bien, donc ça n'est pas juste à cause du prénom, c'est juste que le titre a l'air super sympa. Alors Pauline est une grande fille. Oui, désormais elle a le droit de remplir des contrats toute seule, et en plus elle a une faux. Une faux comme papa et maman. Et là vous dites, quoi? Seulement dans ce monde d'adultes qui disent et font n'importe quoi, ce n'est pas toujours facile. Par chance, la plus mignonne de l'ordre des faucheurs, c'est elle. Attention messieurs dames, Pauline arrive, vous n'êtes pas prêts, ange de la mort ou déesse de la catastrophe. Voilà, bref, ça a l'air super sympa, tout mignon. Alors, je sais pas trop en quoi c'est classé parce que quand vous lisez le résumé, vous vous dites, mais en fait c'est un jeunesse. Mais Plume Blanche, si je me trompe pas, a pas l'habitude de faire trop des jeunesses, donc suspense. Bref, mais il a l'air quand même ultra sympa. Le 8 mars, on va pouvoir retrouver une nouvelle sortie d'une autrice qui a déjà été éditée, je crois, chez cette même maison d'édition. Bref, on va pouvoir découvrir La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, donc proposée aux éditions Hugo dans la collection Stardust. Du coup, vous savez, c'est l'autrice de La Reine des Ombres, ou un truc comme ça, enfin bon, bref, je vous mets la couverture pareil juste ici. Donc cette fois, on va pouvoir suivre Alosa, ou Alosa, bref, qui est la fille de Caligan. Voilà, roi pirate qui règne et terrorise les mers. Son père décide de l'envoyer en mission pour enfin mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qui mènerait à des richesses incommensurables. Pour réussir son défi, la courageuse Alosa, bref, accepte de se laisser capturer par ses pires ennemis. Ouais, bof, est-ce que c'est un bon plan? On ne sait pas, s'offrant ainsi la possibilité d'infiltrer leur navire. Captive au milieu d'un impitoyable équipage de pirates cruels, Alosa sait pourtant que la fameuse carte est à portée de main. Le soir, au lieu de dormir, elle part en exploration du bateau. Très vite, son plus gros obstacle, parce qu'il manque un mot, devient son ravisseur Raiden, un intrépide lieutenant particulièrement intelligent et surtout très séduisant. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Franchement, ça va être difficile de résister, les pirates, tout ça. Je me dis, bon, allez, on rajoute à nos wishlists, mais ça va être compliqué. J'en ai encore quelques-uns avec des pirates notamment qui me restent dans ma pile à lire. Donc si je veux vraiment être très raisonnable, celui-ci pourrait attendre un peu. Mais quand même, il me fait super envie. Le 15 mars, et alors là, quand on parle de titres qui fleurent bon, ça va être compliqué là encore, ça va être très compliqué. Donc le 15 mars va sortir le livre 1 de Persona, donc intitulé La capitale des lumières de Yelena, proposé aux éditions Hachette Roman. Et là, accrochez-vous bien, voici le résumé. Dans le monde de Lux, ou de Luxe, je ne sais pas, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. Bon, un classique, jusque-là vous me direz. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux. Se marier et abandonner leurs dons précieux. Pourquoi? Ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse. Oui, ouais, encore heureux, qu'est-ce que c'est que ça, ce non-choix? C'est pas un choix, c'est un non-choix. Ce dilemme, Andrea le refuse, puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Et c'est bien normal. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature. Andrea est Persona. Le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de Lux se fait plus grand que jamais. Aïe 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 aïe, j'adore l'idée du coup d'un personnage féminin, enfin le personnage principal du coup féminin qui change d'identité tout le temps. Je vais pas faire je me suis retenue de faire le tari. Mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air
trop trop bien. Alors celui-ci, le prochain, j'ai un peu hésité, je vous avoue, à le mettre dans la sélection. Mais bon, je me suis dit quand même ce serait bête de passer à côté. Après je vous avoue que, à voir. Faudrait que je relise le résumé. D'ailleurs ça tombe bien, je vais le faire avec vous. Le 16 mars sortira, encore chez De Saxus, alors si tout va bien, Cendrillon est morte. Ouais, ok, ça commence bien. De Kaylin Byron. Bref, le conte de Cendrillon n'est peut-être pas celui que vous connaissez. 200 ans se sont écoulés depuis que Cendrillon a trouvé son prince. Ok, mais le conte de fées est terminé. Ok. Les adolescentes sont désormais tenues de se présenter au bal annuel où les hommes du royaume sélectionnent des épouses en fonction de la beauté de leur parure. Ouais, ok, ça commence très très bien, vraiment tout ce qu'on aime. Si les jeunes filles ne sont pas choisies, la honte et un terrible destin les attendent. Ouais, donc on sent que ça c'est le plot de départ et que tout va être balayé, enfin j'espère. Sophia, 16 ans, préfère de loin épouser Erin, sa meilleure amie d'enfance, plutôt que de parader devant des prétendants. Bah tu m'étonnes. Lors du bal, elle prend la décision désespérée de fuir et se retrouve cachée dans le mausolée de Cendrillon. Là, elle rencontre Constance, la dernière descendante connue de la famille de la légendaire héroïne. Ensemble, elles jurent de faire tomber le roi une fois pour toutes, mais elles vont bientôt découvrir que la véritable histoire de Cendrillon est bien différente de ce qu'elles avaient imaginé. Alors oui, vous allez me dire, ah c'est quand même un peu intriguant, on a un peu envie de savoir du coup. Qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Mais vraiment déjà le monde de départ là, je le sens pas, tu vois ce que je veux dire. Après il y a moyen que ce soit bien quand même, ah, je sais pas, vraiment je sais pas. Mais bon, si vous êtes tenté, je comprends, tu vois ce que je veux dire. Donc cette fois c'est de l'auto-édition je crois. Le 21 mars sortira donc le premier tome du Royaume des Corbeaux, intitulé La maison aux ailes déployées d'Olivia Wildenstein. Je crois que c'est ça, j'espère que c'est ça. Bref, le livre est tout simplement somptueux. Libère les corbeaux Fallon et ils te feront reine. Avant qu'un oracle ne me prédise un avenir royal, je n'aurais jamais imaginé m'élever un jour plus haut que la pointe de mes oreilles. J'aime bien le début, tu vois. C'est sympa, on sent qu'il y a un petit humour, tout ça. Bref, je continue. Après tout, je n'étais qu'une semi-humaine adorée par les animaux, mais détestée par tous les faillis au sang pur de la cour. Enfin, par tous, sauf un. Dante Reggio, prince de Luce, a ravi mon cœur le jour où il m'a donné mon tout premier baiser. Alors si je dois rassembler un tas de vieilles reliques pour renverser le souverain actuel et couronner son frère afin qu'il gouverne à mes côtés, je veux bien me lancer dans une chasse au trésor. Si seulement l'oracle m'avait prévenu que j'allais libérer un démon ailé dans le monde, et que je deviendrais l'obsession de ce démon. Les fans de Sarah J. Maas et de Marie Persson ne feront qu'une bouchée de cette épopée entre romance et fantaisie pleine de duperie, de trahison et d'amour trompeuse capable d'anéantir les âmes. Ah, ça a l'air pas mal hein, quand même. Je sais pas, mais il me tente bien. Vraiment, il me tente bien. On se doute du coup de ce qui va se passer un petit peu, tout ça, en tout cas au début, voilà. L'amour, tout ça, parce que c'est amené un peu de façon fleur bleue, puis on sent que tout ça, ça va être clair. Donc ça me tente bien, vous voyez, de lire ça. Bref, la fille, juste maso, mais tout va bien. Le 22 mars, je continue parce que je vois que je blablate et que j'avance à rien. Le 22 mars sortira L'étrange voyage de Clover Elkin, le tome 1, Daily Brown, donc aux éditions Bayard, États-Unis, 19e siècle. Clover Elkin, alors Clover, vraiment ce nom, à chaque fois ça me fait penser à ça. Mais bref, 13 ans, a toujours été fascinée par les curiosités, ces étranges objets aux propriétés magiques qui peuplent le monde. Sa passion n'est pas du goût de son père, qui les tient pour responsables de la mort de sa femme. Oups. Juste avant de se faire assassiner, pourtant, il avoue à sa fille avoir conservé une curiosité et l'enjoint de la protéger. Ok, donc
déjà la vie de Clover c'est pas ouf quoi, bref. Avec pour seul indice les mystérieuses dernières paroles de son père, Clover n'a d'autre choix que de se lancer dans une aventure périlleuse. Sa quête la plongera dans des secrets de famille inavoués et la mettra sur la route d'une terrifiante sorcière. Mais l'aventure qui l'attend pourrait bien bouleverser sa vie autant que le cours de l'histoire. Le 23 mars, aux éditions Lumen, on va pouvoir découvrir, alors là aussi un titre qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux, il s'agit de Light Lark. Donc vous l'avez en édition brochée et en édition reliée. Perso, je vous mets l'édition reliée parce que je l'aime bien. De Alex Aster. Donc le centennal commence. Alors je pense que ça se dit comme ça, mais... Pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. J'adore quand ça commence comme ça, bref. Tous les 100 ans, l'île maudite de Lightlark réapparaît pour accueillir le centennal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités ou plutôt contraints, car c'était là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leurs peuples respectifs depuis près de 5 siècles, corrompant irrémédiablement leur pouvoir. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher, d'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Isla Callis règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs condamnés à tuer celui ou celle dont ils tombent amoureux. Oups. Craint et méprisé, bah tu m'étonnes. Enfin, craint et méprisé, c'est pas gentil, mais du coup t'imagines, il tombe amoureux de toi et là paf, c'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire, en remportant le centennal. Mais la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va lui falloir tricher, tromper et trahir, y compris quand l'amour finit par entrer dans la danse. Duplicité, mensonge, conspiration centenaire et coups de théâtre qui rebattent sans cesse les cartes de cette saga de dark fantasy, Lightlark, phénomène mondial qui s'est hissé jusqu'au sommet de la liste de best-sellers du New York Times, est un incontournable pour les fans de Mary-Lou, Marissa Meyer ou Lace Bardugo. Et si on changeait radicalement d'ambiance le 29 mars avec la sortie cette fois du tome 1 des Davenport de Crystal Marquis aux éditions Hachette Roman. Chicago 1910. Voilà, Olivia, la magnifique fille aînée des Davenport, est prête à se marier pour accomplir son devoir, jusqu'à ce qu'elle croise le chemin de Washington D. White, charismatique leader des droits civiques, une rencontre qui fait des étincelles. La fille cadette, Hélène, est plus intéressée par la mécanique et les voitures que par l'amour, à moins qu'il ne s'agisse du prétendant de sa sœur. Amy Rose, l'amie d'enfance devenue domestique des sœurs Davenport, rêve d'ouvrir sa propre entreprise et d'épouser l'homme avec lequel elle n'a jamais pu être, John, le frère d'Olivia et Hélène. Mais Ruby, la meilleure amie d'Olivia, a également des vues sur John Davenport. Vous arrivez à suivre? Alors, accrochez-vous. Bien qu'elle ne parvienne pas à retenir son intérêt, jusqu'à ce que la pression familiale la pousse à comploter pour gagner son cœur, alors qu'un autre prétendant commence à faire fondre le sien. Inspiré de l'histoire réelle de C.R. Patterson et de sa famille, les Davenport racontent les aventures de 4 jeunes femmes noires, déterminées et passionnées qui ont le courage de tracer leur propre route dans la vie et en amour. Que demande le peuple? Un petit dernier pour la route et pas des moindres, le 30 mars. Alors vraiment toute fin de mois. Alors là, celui-ci, il a l'air cool. Le tome 1 de The Talents, donc intitulé Monstre ordinaire de J.M. Miro, va sortir chez De Saxus. De Londres à l'Écosse, en passant par les États-Unis et le Japon, la course-poursuite haletante d'enfants dotés de pouvoirs extraordinaires dans la noirceur de l'ère victorienne. 1882, au nord d'Édimbourg. Déjà la période... Au bord d'un loch isolé se trouve l'Institut Cairndale, où un étrange docteur recueille des orphelins aux capacités quelque peu inhabituelles, les talents. À Londres, une figure des ténèbres, un homme fait de fumée, poursuit 2 enfants aux pouvoirs extraordinaires. Charlie, après une vie de brutalité dans le Mississippi, a le pouvoir d'auto-guérison, tandis que Marlowe peut-être, trouvé dans un wagon de marchandises, brille d'une étrange lumière bleutée et a la capacité de brûler ou réparer les chairs.
Faut pas se tromper, bref. Escortés par 2 détectives chevronnés recrutés pour les conduire à l'institut, ils sont confrontés à une force sinistre et dangereuse qui menace de bouleverser le monde tel qu'ils le connaissent. Depuis les rues sombres de Londres jusqu'en Écosse, le royaume des morts et le monde des vivants menacent d'entrer en collision. Alors que les secrets de l'Institut se dévoilent, Marlowe et Charlie découvrent la vérité sur leurs capacités et la nature des forces qui les traquent. Les monstres ne sont pas forcément ce que l'on croit. Ah là 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 là, ça va être coton, ça va être coton. Bref, je vais appeler ma banquière du coup pour ah là, question d'endettement là, ça va être un cauchemar. Concernant les suites. Alors pour les suites, du coup on va essayer de faire ça rapidement, mais il y en a quand même pas mal à suivre, donc on y va. Le 1er mars va sortir le tome 3 de la collection la Happily Never After ou des romans, bref. Le tome 3 qui s'intitule Yzma de Laurie Langdon, toujours sorti chez Hachette Heroes. Le 1er mars, eh bien on pourra aussi découvrir alors chez Brajlon le tome 5 de la saga Sharakai. Donc là je sais qu'il va y avoir des heureux. Le tome 5 qui s'intitule La porte vers l'au-delà de Bradley P. Beaulieu, donc toujours, hein, voilà. Le 2 mars, cette fois, le 2 mars, alors là, si j'avais su que c'était une saga à rallonge, je sais pas si je l'aurais commencé, enfin je ne sais pas si, tu vois, je l'aurais commencé. Bref, eh bien sort de toute façon, je n'ai pas le choix, le tome 5 de Assoiffé, donc qui s'intitule cette fois Empoisonné de Tracy Wolf, donc chez PKJ. Alors je vous avoue, j'ai lu le premier tome et c'est compliqué, on est sur un petit Twilight, vous voyez le genre. Bon voilà, ça fait du bien, faut savoir où on va. C'est plein de clichés, il n'y a pas de grosses surprises, tout ça, mais c'est cool quand même. Ça fait... En fait, c'est addictif. Voilà, la problématique, du coup, tous les gens sont raccord un peu pour le dire. On n'est pas sur de la très très grande littérature, hein, on va pas se le cacher, mais ça fait du bien par où ça passe, quoi. Donc voilà, hein. Pourquoi s'en priver? Alors, le 8 mars, cette fois, oulala, je sais que là aussi il va y avoir des heureux. Le tome 2 de The Prison Healer de Lynette Noni va sortir chez Hachette Roman. J'ai entendu tellement de bons échos sur le premier tome que... Voilà. Le 8 mars également, cette fois chez City, va sortir le tome 6 des Thé meurtriers d'Oxford. Vous savez, c'est ce petit Cozy Mystery dont je vous ai parlé il y a déjà quelques temps et dont j'ai lu le premier tome. D'ailleurs, c'est certaines d'entre vous qui me l'avaient recommandé et pour ça... Merci. Donc le tome 6 s'intitule Les Entremets Tueurs. C'est de H.Y. Anna. C'était très sympa et du coup City a repris en fait, a repris les choses et a sorti les premiers tomes. Donc pourquoi je m'embrouille comme ça? On s'en fout Pauline, on s'en fout, accélère. Le 9, le lendemain, le 9 mars, vous pourrez découvrir le tome 4 d'une petite série aussi dont je vous ai parlé. Alors moi j'ai pas commencé, il s'agit de l'immeuble de la rue Cavendish. Le tome 4 s'intitule Les Tourments d'Hermine, c'est écrit par Caroline Kant et c'est édité aux éditions Les Escales. Ah, en parlant de saga à rallonge, et ben du coup ça faisait un moment que j'en avais pas parlé. Le 9 mars sortira le tome 11 des Chroniques de Sainte-Marie qui s'intitule Préparez-vous au pire de Jody Taylor, édité aux éditions Hervé Chopin. Le 9 mars cette fois, alors là aussi je sais que ça va faire des heureux parce qu'on a vu passer le premier tome de cette histoire un petit peu partout. C'est le tome 2 cette fois, la sortie du tome 2 de Histoire de moines et de robots. Donc ça s'intitule Une prière pour les timides de Becky Chambers, proposé aux éditions La Talente. Le 15 mars cette fois, vous pourrez également découvrir le tome 3 de Curse Breakers, donc un serment si noble et funeste de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo, peut-être je l'ai déjà dit. Le 15 mars aussi, vous pourrez découvrir le tome 2. J'ai pas encore lu le tome 1, mais du coup j'ai trop hâte, de Mémoire de la forêt, donc le tome 2 qui s'intitule Les carnets de Cornelius Renard, écrit par Michael Brun, Arnaud et illustré bien sûr par Sanoé, édité à l'école des loisirs, donc plutôt sympa. Et vous pensiez que c'était fini? Pas du tout. Le 20 mars, on pourra découvrir le tome 3 de la saga Megadeblon, donc Plat de résistance de Mélodie Smax, édité aux éditions
Bookmark. Je crois que c'est dans la collection Infinity Urban Fantasy. J'ai le premier tome que j'ai acheté aux Aventuriales, dédicacé par l'autrice. Donc ça a l'air, je pense que ça va être super cool. Mais voilà, le tome 3 va sortir alors que je n'ai pas lu le tome 1. Mais tout va bien, on n'est pas du tout dans le rush, tout va bien. Alors quelques dernières sorties là, je crois qu'il en reste 2. Vraiment en bout de course aussi le 30 mars, mais pas des moindres les gars. Le tome 4 de l'agence Lovecraft va sortir, ça s'appelle Même la mort peut mourir, de Jean-Luc Marcastel, proposé aux éditions Gulfstream. Magnifique, magnifique. J'avoue que j'ai pas encore enchaîné le tome 2. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré. Faudrait que j'accélère quand même, que je m'y mette. Mais bon, j'avais dit que je le lirais pour la période Halloween, et puis en fait j'ai loupé le coche. Oh, c'est bon, bref, vous vous en foutez? Ouais, je sais. Donc le 30 mars aussi. Alors là par contre celui-ci je l'avais pas vu venir parce que je pensais que c'était une duologie, mais moi j'ai loupé j'ai loupé l'info du siècle quoi. Parce que j'ai découvert que le tome 3 de la carte des confins va sortir, ça s'appelle La Destinée de l'Avalon, c'est toujours écrit par Marie Repelin et toujours édité aux éditions PKJ. Voilà. J'ai pas compris. Moi je croyais que c'était une duologie. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Enfin très contente du coup de cette nouvelle, hein. C'est une bonne surprise. Donc voilà, ce qui clôt pour les suites. On passe aux poches. Alors côté poche pour une fois, j'ai quelques titres à vous proposer et pour ça je suis assez contente. Le 1er mars va sortir chez J'ai lu. Ah ouais, c'est chez J'ai lu. Le premier tome de la saga Agent pour la couronne. Ça a l'air trop bien. Je vous le dis direct. Qui s'intitule Une héritière en cavale, écrit par Julia Quinn. Donc Julia Quinn, c'est quand même la maman des Bridgerton. Donc vous voyez un peu l'ambiance quoi. En une soirée, la vie de Caroline a basculé. D'abord, le fils de son tuteur a essayé d'abuser d'elle. Horrible, l'obligeant à s'enfuir en pleine nuit. Bon, déjà, tu sens, ouais, ça commence bien. Puis, elle s'est fait enlever par le mystérieux Blake Ravenscroft, un agent de la couronne qui la prend pour une espionne. Mais pourquoi le détromper, finalement? Et peut-être parce que tu pourrais mourir? Bon, je dis ça, j'ai rien. Dans quelques jours, elle entrera en possession de son héritage et pourra enfin être libre. En attendant, elle n'a nulle part où aller. Alors oui, elle fera semblant d'être la perfide Carlotta de Leon, s'il le faut. Et pour circonvenir son séduisant ravisseur, elle va déployer des trésors d'imagination. Ouais, je sais, ça paraît nunuche comme ça et tout, mais franchement, ça me donne terriblement envie. Le 2 mars, cette fois, on pourra découvrir le tome 1 du Royaume de Pierre d'Angle. Alors franchement, ça a l'air trop bien. Ça s'appelle, donc le premier tome s'appelle L'Art du naufrage. C'est écrit par Pascal Kivigé et proposé aux éditions Folio. Après 2 ans à sillonner les mers en compagnie de son équipage, le prince héritier Thibaut se résigne à rentrer à Pierre d'Angle. Bientôt, il le sait, il sera appelé à régner sur ce royaume admiré de tous. Mais lors d'une escale, une passagère clandestine se glisse à bord du navire, bouleversant le quotidien des matelots. Le retour sera d'autant plus agité que le royaume de Pierre d'Angle, pacifique et prospère depuis plusieurs règnes, dissimule un terrible secret sur le point d'éclater au grand jour. L'Art du naufrage est le premier tome du royaume de Pierre d'Angle, une saga de fantaisie en 4 tomes teintés d'aventure et de mystère et porté par un style évocateur, récompensé notamment par le prix Elbakin.net 2019 et le prix 1000 pages 2019 également. Bref, du coup, une petite pépite quand même qui a l'air plutôt sympathique. Le 8 mars cette fois. Alors là, je vous avoue que j'ai hésité parce que le résumé en fait, je le trouve assez cool. Mais alors le titre et je crois la couverture aussi, il me semble, je l'ai plus sous les yeux, mais bref, vous l'avez là, sont un peu, comment dire, c'est un peu kitsch, vous voyez ce que je veux dire? Bref, alors du coup, enfin bientôt parce que vous l'avez pas encore puisque j'ai pas encore dit le titre, il s'agit le 8 mars de la sortie de Mrs Stafford et le capitaine Conrad. Pardon, je me moque, mais de Ellie Grims, donc proposé aux éditions Le Livre de Poche. Alors, je vous lis le résumé, mais ne vous crispez pas tout de suite.
Jeune veuve et autrice à succès, Mrs. Ethel Stafford pensait passer de tranquilles vacances à écrire son prochain roman à scandale chez sa sœur, la très honorable Lady Baldwin. C'était compté sans l'arrivée du capitaine Conrad Philwick, l'insupportable cousin de Sir Baldwin. Tout juste rentré d'Afrique du Sud, Conrad vient d'acquérir la propriété qui lui convient. Il ne lui reste qu'à trouver une épouse. Il a déjà dressé la liste des qualités qu'elle en exige, douce, discrète, rompue aux affaires domestiques, tout l'inverse d'Ethel Stafford. Dès leur rencontre, ils se méprisent, et lorsque le capitaine traite l'autrice Emily Starling de vieille fille qu'on oublie dans un coin, c'en est trop pour Ethel qui se cache derrière ce pseudonyme. Pourtant, elle doit admettre qu'il n'a pas tort sur un point, elle ne connaît pas grand-chose aux hommes. Ethel décide alors d'approfondir toutes les facettes du plaisir à la manière de ses héroïnes. Pardon, mais vraiment, ce livre, il me fait terriblement envie parce que je sens que ça va me faire terriblement rire. Je sais pas pourquoi. Soit dans le vrai sens du terme, soit parce que c'est... Voilà, mais... Je sais que dans un sens ou dans l'autre, ça va me faire marrer. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, le résumé me promet vraiment ça. Donc voilà. Et du coup, c'est très... je vous en ai pas... Je crois pas qu'on en a encore parlé, mais bref, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune du coup, que je commençais à lire, du coup, j'étais chez ma grand-mère, et en fait, je lisais, parce que c'était les bouquins qu'elle avait, mais une collection pas possible. Je sais pas si vous connaissez les Barbara Cartland. Bref... Les romances là à n'en plus pouvoir, du coup les romances pseudo-historiques, hein, parce que bon bref, ben voilà, et ben du coup ça me fait trop penser à ça, mais en un peu plus moderne. Alors un peu plus moderne, vite fait, hein. Mais bref, donc voilà, vraiment ça me donne terriblement envie, ne me demandez pas pourquoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me dites non mais n'importe quoi tu craques trop, ou si vous aussi ça pourrait vous convaincre. Alors on change clairement d'ambiance, clairement de décor. Le 29 mars, vous pourrez découvrir... Alors ça j'ai pas trop envie de vous lire le résumé, je vous avoue, parce que je voudrais pas me spoiler. Mais le 29 mars va sortir en version poche le tome 1 de King of Scars de Lise Bardugo, donc aux éditions Le Livre de Poche je crois que c'est jeunesse il me semble, bref. Donc vous savez c'est la troisième... Comment dire? C'est une trilogie ou c'est une duologie? Ah, je sais plus. Bref, la troisième saga dans le monde du Grishaverse en fait. Donc de Lise Bardugo, vous savez, il y a la trilogie Grisha, la duologie Six of Crows et... Je crois que c'est une duologie aussi. Donc King of Scars. Mais bon bref, peu importe. Donc voilà, et du coup c'est dans cet univers avec un personnage que du coup moi j'ai rencontré puisque j'ai lu que les 2 premiers tomes de Grisha, on le rencontre dans le tome 2 de Grisha. Et j'avoue que j'ai pas trop envie de savoir, mais enfin voilà, du coup c'était juste pour vous informer que le tome 1 de King of Scars sortait en poche, donc si ça vous intéresse de le découvrir, eh bien c'est l'occasion. Et puis, on change pas une équipe qui gagne, même jour, même maison d'édition, même autrice. Même autrice, Le Chant des Ronces, qu'on a vu un peu passer, alors je crois que c'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles, enfin c'est un truc un peu voilà, embarqué dans un voyage vers des terres sombres et dangereuses, peuplées de villes hantées et de bois affamés, de monstres bavards et de golems en pain d'épices, où la voix d'une sirène peut invoquer une tempête mortelle, où les rivières font de terribles promesses d'amour. Contes de minuit et autres magies sanglantes. Voilà. Donc bref, mais si ça vous intéresse, je me devais de vous dire qu'il sortait en poche. On passe aux suites. Alors côté suite, cette fois c'est là où ça va être ultra rapide. Je n'en ai je n'ai qu'un titre à vous proposer côté suite en poche. Il s'agit du tome 6 de la saga Sorceleur, donc la tour de l'hirondelle d'Andrzej... Voilà, c'est pas facile, Sapkowski, donc proposé aux éditions Bragelonne Poche le 1er mars, donc voilà, et on ne perd pas plus de temps, et on va cette fois du côté des mangas. Alors côté nouveauté manga, et ben là aussi ça va aller ultra rapide, puisque, enfin ça va aller ultra rapide.
Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase qui ne veut rien dire? Ça va être ultra rapide puisque je n'ai qu'un titre à vous proposer. Mais alors pas des moindres parce que pour le coup je vous en ai déjà parlé lorsque je ne sais plus dans quelle vidéo. C'était peut-être bien un vlog d'ailleurs, donc vous l'avez peut-être pas vu. Mais je vous ai parlé en fait des titres que j'avais lus. Ah non, c'était un point lecture, oh là là, je sais plus. Ne t'embrouille pas, ne t'embrouille pas. C'est un titre webtoon à la base, qui est édité en version manga je suppose, enfin voilà, un peu de façon comme K-Books fait, mais cette fois ça n'est pas chez K-Books, c'est chez K-World que ça va sortir. Voilà là, vous voyez l'accent de fou. Le 23 mars, et bien il s'agit du premier tome de The Runway de Domi et Nogdu. Donc voilà, donc vous savez c'est cette histoire où on va suivre une fille, alors je crois qu'elle s'appelle Jan, qui en fait lors d'une soirée, lors d'un voyage, je me demande si c'était pas à Paris, passe la nuit avec un homme. C'est pas du tout son genre, enfin c'est pas du tout comment dire une habitude qu'elle a et tout, c'est vraiment la seule fois où tu vois ça elle arrive, bref, et en fait elle se rend compte quelques mois plus tard que bah du coup ce gars là en fait c'est son nouveau boss. Voilà, bon on est sur un shoujo hein, clairement les gars, vous le savez où on met les pieds, donc en plus c'est son boss et également son nouveau voisin. Tout va bien, et voilà, et du coup bah elle va tout faire pour l'éviter, mais lui semble pas très coopératif, donc voilà, du coup elle essaye de garder un peu le secret, mais ça va partir en live. Bref, c'était c'est sympa et ça fait pas de mal, donc voilà, moi je vous le conseille. J'ai beaucoup aimé du coup vraiment, en plus j'en ai lu pas mal hein, des épisodes sur Webtoon, j'ai pas fini, et je crois que c'est une en cours, ah là là je sais plus si c'est fini ou pas. Faudrait que je vérifie, tiens. Mais en tout cas, ça n'est que le premier tome. Donc voilà, sachez que du coup, ça commence quoi. Mais du coup, je vous le conseille parce que c'était trop chouette. On va côté suite. Le 1er mars, vous pourrez découvrir le tome 5 de The Ice Guy and the Cool Girl de Miyuki Tonogaya aux éditions Mangetsu. Donc ça, je vous fais pas le résumé, j'en ai parlé 1 million de fois. Le 1er mars également, on pourra découvrir chez K-Books le tome 9 de Solo Leveling de Jang Sung-lak, Dubu et Chu Gong. Donc voilà, c'est une série que j'ai pas encore commencé, mais je sais que du coup elle plaît beaucoup, et vraiment j'en ai entendu parler l'autre jour par je ne sais plus qui, vraiment j'ai un trou de mémoire, et cette personne m'a convaincue clairement de commencer. Ensuite le 1er mars également, vous pourrez découvrir le tome 4 de l'Oiseau d'or de Kainis. J'ai toujours le tome 1 que l'une d'entre vous m'a offert dans ma pile à lire, faut absolument que je le commence. Dazuki Hata, donc proposé aux éditions Glénat, vraiment ça a l'air d'être un manga comme ça. Et le 8 mars pour finir, c'est le tome 2 d'un manga que je vous ai présenté dans un des derniers sorties livresques, donc je sais pas encore ce que ça donne. J'en ai pas entendu parler parce que vraiment je sais que certaines personnes l'ont reçu en service presse mais en fait n'en avaient pas entendu parler avant, donc ne l'ont pas lu, bref. Mais ça a l'air trop bien, enfin moi je sais pas ce que ça donne. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. C'est le tome 2 d'Isekai Anime Studio de Kakushoshi, donc proposé aux éditions Doki Doki, et voilà, je trouvais que en tout cas le plot de départ avait l'air vraiment super sympa. Alors vraiment là, du coup c'est à ce moment là, dans cette vidéo, que je m'aperçois que mes cheveux ont littéralement vraiment beaucoup poussé. Mais tout le monde s'en fout, mais voilà, parce que je peux faire ça sans me tordre la tête. Enchaînons côté BD, mais vraiment je suis dans un état de fatigue pas possible à raconter n'importe quoi. Côté BD. Et bien côté BD, je vais pouvoir vous proposer quelques titres également. Alors des titres un peu choupinous, je vous avoue. J'ai pas tout sélectionné parce que je me suis dit bon vraiment il y a des titres, voilà. Mais le 10 mars va sortir le tome 1 de Poltron Minet, donc qui s'intitule La Voix Romane de Mad et Mayen, ou Mayenne, je ne sais pas comment ça se prononce, pardon, chez Dupuis. Et là pour le coup c'est l'histoire d'un jeune chaton qui ne pense qu'à manger et à jouer avec Romane, sa jeune maîtresse. Et donc ce jeune chaton qui se retrouve un matin en fait seul au monde parce que ses maîtres ont quitté leur maison de vacances. Oh, c'est horrible du coup comme histoire, déjà tu te dis waouh, ça commence bien. Désemparé, il se perd dans la forêt. Au matin il est réveillé par un lapin et un écureuil qui parlent et se comportent tout à fait comme des humains, et qui peu sympathiquement le baptise Poltron Minet. Il décide néanmoins de l'emmener chez Chapouri. Vraiment les noms, j'adore. Un vieux matou qui lui aussi prétend avoir dans sa jeunesse apprivoisé un maître.
Mais en tant que nature, il ne peut être intégré à la communauté avant d'avoir passé l'épreuve du roi et convaincu ainsi ses nouveaux congénères qu'il peut s'adapter à son nouvel environnement malgré la souillure inévitable due à sa fréquentation des humains. Poltron va découvrir une société impitoyable qui n'a rien à envier à celle des humains et où il n'est vraiment pas le bienvenu. Donc voilà, quand on voit du coup cette magnifique ouverture, on s'est dit oh c'est trop mignon, tout ça, c'est pour les enfants. Non, pas du tout. Cédric Mayenne et Mad nous proposent un récit animalier assez dur où les animaux n'ont rien à envier aux humains. Mais derrière cette civilisation anthropomorphe se cachent de terribles expérimentations génétiques. Oh non mais vraiment, alors là pour le coup, vraiment pour cette BD, tu vois, tu te dis, c'est quoi l'expression de pas se fier ah là là, l'habit ne fait pas le moine, tout ça. Voilà, l'habit ne fait pas le moine. Et ben clairement ça pourrait s'appliquer à cette BD parce que du coup ça m'intrigue terriblement de savoir si l'histoire et le propos et si, tu vois, si développé que ça et voilà, vraiment je suis... ça m'intrigue particulièrement. Alors pour le coup le 10 mars, chez Dargaud, sort également Witch Club, donc de Cédric Mayenne. Alors, je crois que c'est le même scénariste du coup que la BD que je vous ai présentée chez Dupuis juste avant. Et Sandra Cardona, donc je suppose que c'est au dessin. Donc chez Dargaud je vous l'ai dit. Le Witch Club, qu'est-ce que c'est? Eh bien le Witch Club tremble sur ses bases. La Brouja, la doyenne et la plus puissante des sorcières du Conseil, veut lancer contre la vie de ses sœurs un sort révolutionnaire qui fera entrer la magie dans une autre ère. Mais alors qu'elle est sur le point d'accomplir ce nouveau sort, elle disparaît dans d'étranges circonstances. Pour ne rien arranger, Barbouillard, j'adore les noms, son démon domestique, laissé sans supervision, invoque accidentellement le diable en personne. Au même moment, sa nièce Nora, une sans magie, s'inquiète d'être sans nouvelles de sa tante et décide de se rendre chez elle. Alors qu'elle entre dans le manoir de la Broja, elle interrompt l'invocation diabolique. Catastrophe, voilà le diable coupé en deux et condamné à rester sur terre. Pour retrouver sa tante, Nora, obligée de trimballer Lucifer sur son dos, se lance dans une enquête qui l'amènera aux quatre coins du monde jusqu'à la porte de l'enfer. Sans se douter que sa vie et son destin de sorcière sont en jeu. Sororité, fantaisie et humour au menu de ce Witch Club qui ravira les jeunes amateurs et amatrices du genre. Sandra Cardona au dessin et Cédric Mayenne au studio. Pas du tout, au scénario, s'en donne à cœur joie dans ce récit d'initiation magique et déploie un univers imaginaire où les sorcières sont reines. Bienvenue dans le Witch Club. Ah, le 17 mars, alors là, c'est l'air d'être une petite pépite. Le cœur en braille de Joris Chamblin et Anne-Lise Nalin, proposé aux éditions Dargaud. Alors Joris Chamblin, si je ne me trompe pas, c'est l'auteur des Carnets de cerises. Alors faudra que je vérifie, mais je crois que de mémoire que c'est ça. Alors le plot c'est quoi? Jusque là, pour Victor, une année scolaire c'est du saut à l'élastique sans élastique. J'adore. Ce qu'il préfère, écouter les Rolling Stones, se gaver de loukoum avec son copain Aïssam, parler mécanique avec son drôle de père. Bref, mais lorsque Marie-Josée, génie absolu, déboule dans sa vie un beau jour de contrôle de maths, c'est tout son univers qui implose. Pourquoi soudainement, cet intello et violoncelliste de talent a-t-elle besoin de lui? Une amitié étrange va naître entre ces deux ados que tout oppose. Vont-ils pouvoir cacher le secret de Marie-Josée jusqu'au bout? Suspense. Quel secret? Bon, après tout, le titre est quand même un peu évocateur, mais sait-on jamais, on pourrait être surpris. En tout cas, je suis très intriguée par le résumé, et pour le coup, je fais confiance à Joris Chamblin, dont je connais un petit peu le travail. Voilà, je me dis qu'il y a moyen de découvrir une très jolie histoire. Et pour finir sur une bande dessinée qui a l'air trop choupinette, eh bien je vous propose de découvrir le 24 mars Wishlist, le tome 1 Mon démon favori de Ced et Stivo aux éditions Dupuis. Marcus est prêt à faire n'importe quoi quand il est in love. Déjà ça commence. Par exemple, participer à un rituel d'invocation satanique afin de plaire à Jeslinda, la gothique, la fille du lycée qu'il kiffe. Et c'est ainsi que l'adolescent se retrouve flanqué de Clay, un démon prêt à exaucer tous les vœux de sa wishlist en échange de 3 fois rien, son âme,
Juste ça. Le souci c'est que Clay est un démon débutant, super gentil mais méga gaffeur, ce qui fait qu'il va interpréter n'importe comment les vœux de Marcus. Après le licorne, Ced imprime à nouveau la marque d'un humour tout public et gentiment transgressif. Steve-O, son collègue de Mystery, pousse toujours plus loin la tonicité et la fraîcheur du trait en webtoon comme en album. Donc ça a l'air trop génial. Puis ils ont des bouilles, ça donne envie, on sent que ça va être marrant, tout ça, enfin moi j'adore. Et puis on passe vraiment au dernier titre qui est côté suite, donc on y va, c'est parti. Côté suite, comme je vous le disais, on va pouvoir découvrir le tome 2 des Sauveurs d'Esprit intitulé Guy de Carbone et Monnier, proposé aux éditions Dupuis le 17 mars, et ce sera le dernier tome. Le premier tome avait l'air hyper sympathique dans ce monde un peu des esprits, chasseurs de fantômes, tout ça. On adore, donc voilà. Et voilà qui clôt enfin cette sélection quand même assez généreuse, hein, n'est-ce pas, du mois de mars 2023. Alors il y en a clairement pour tous les goûts, mais vraiment, ce début d'année il va faire mal au compte en banque. Je sais pas trop comment on va s'en sortir, mais on va s'accrocher. Il faut faire des choix, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si bien sûr, je vous le dis à chaque fois, n'êtes pas abonné à la chaîne, et bien c'est le moment, c'est gratuit, donc surtout n'hésitez pas. Laissez-moi un petit commentaire, un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, partagez également celle-ci en m'identifiant. Je vous remets du coup mon compte Instagram juste là, on sait jamais. Et puis du coup moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors restez bien connectés parce qu'il va se passer des choses au mois de mars, puisque des choses se préparent pour avril. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs il va falloir que je m'y mette concrètement, mais c'est un autre problème. En attendant, j'espère que vous allez bien, vraiment, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez le moral. On est pratiquement là du coup à la fin de l'hiver, hein, c'est presque la fin. Il nous reste encore un petit mois à peine, mais donc voilà, accrochez-vous, j'espère que du coup vous faites de chouettes lectures en ce moment. N'hésitez pas à me dire quel titre du coup vous tente le plus dans cette sélection, si vous en avez repéré d'autres, si vous en avez déjà lu, surtout pitié, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça va peut-être m'aiguiller un peu plus, soit vers des gros coups de cœur, soit vers des déceptions, sait-on jamais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous fais évidemment plein de gros bisous.